Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mille et un crimes. Comme chaque semaine, je vous raconte l'histoire d'un crime qui s'est déroulé à l'étranger. Cette fois-ci, je vous emmène au Danemark. C'est un pays plutôt calme, les homicides sont peu nombreux, mais malheureusement, comme partout ailleurs, des faits sanglants se produisent. Voici l'histoire de Peter Madsen, qui a tué de façon ignoble une jeune journaliste, Kim Wall, suédoise de 30 ans, venue l'interviewer à bord de son sous-marin. Kim est une jeune journaliste née en 1987 en Suède. Elle a étudié le journalisme à New York, à l'université de Columbia. C'est une journaliste indépendante, c'est-à-dire qu'elle travaille avec plusieurs journaux tels que le Guardian, The New York Times. À l'époque des faits, sa carrière connaît une ascension fulgurante, mais qui sera stoppée net la nuit du 10 août. Peter Madsen, lui, est né au Danemark en 1971. Il a 46 ans au moment des faits. C'est un inventeur autodidacte et il est cofondateur de la société Copenhague Suborbitol. Peter Madsen, il a un projet énorme. Son but ultime est de réaliser un vol de fusée habité dans l'espace. Mais ce sera un vol suborbital, c'est-à-dire que la vitesse de l'engin, elle sera inférieure à la vitesse obligatoire pour se mettre en orbite. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une société extrêmement connue et reconnue au Danemark. Peter Madsen, il a une réputation de savant fou. Kim, journaliste indépendante, elle souhaite faire son portrait et elle désire absolument l'interviewer. Monsieur Madsen, ne dérogeant pas à sa réputation d'homme excentrique, il lui propose de la rencontrer à bord de son sous-marin privé, le UC3 Nautilus, qu'il a lui-même construit. Kim, elle n'est pas du tout surprise par cette proposition, parce que Peter Madsen, il traîne une réputation de fou génial et elle est absolument enchantée de faire l'entretien dans ce lieu incroyable. Le 10 août 2017, Kim Wall monte à bord du Nautilus et à partir de ce moment-là, on ne la reverra plus jamais vivante. Dans la nuit du 10 août, son compagnon, il est inquiet. Il n'arrive pas à la joindre au téléphone, elle ne répond pas à ses messages, elle n'envoie pas de SMS et c'est pas du tout le genre de Kim de ne pas donner de ses nouvelles. Il est de plus en plus inquiet et anxieux et à 2h30 du matin, il va prévenir la police. Mais malheureusement, la police, elle n'arrive pas non plus à localiser ni Kim ni Madsen parce qu'il n'a pas de satellite à bord de son sous-marin. Donc le compagnon va passer sa nuit dans une angoisse folle à attendre des nouvelles éventuelles qui ne viendront malheureusement jamais. Le lendemain matin, soit le 11 août, la police est alertée qu'un sous-marin est en perdition, c'est-à-dire qu'il est en train de couler dans la baie de Køge. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais la baie de Køge, elle se situe entre le Danemark et la Suède. Bref, la police intervient et secourt Madsen. Par contre, Kim n'est pas du tout avec lui. Quand on lui demande où est Kim Wall, il répond tranquillement qu'il l'a déposée quelque part, sans plus de précision. Il dit qu'il ne sait pas où elle est, que lui il l'a déposée, cependant Kim est introuvable. La police, elle a des suspicions très rapidement et elle le soupçonne d'avoir sabordé lui-même le Nautilus. Du coup, ils vont immédiatement fouiller le Nautilus, son sous-marin, et ils vont découvrir du sang, une culotte et des touffes de cheveux appartenant à Kim. Pendant 10 jours, il s'obstine et nie absolument savoir où est Kim.
Mais le 21 août, un cycliste qui se promenait tranquillement dans la baie de Cauges aperçoit dans l'eau quelque chose qui flotte. Ça ressemble à un corps, mais ce n'est pas vraiment un corps. Il appelle immédiatement la police et celle-ci va découvrir qu'il s'agit d'un buste de femme. Le même jour, soit le 21 août, jour de la découverte du buste, Madsen avoue avoir découpé le corps et avoir jeté les morceaux à l'eau. Mais il nie farouchement l'avoir tué. Il a été pris de panique et il s'est débarrassé du corps. Il admet également avoir sabordé lui-même son sous-marin. La police cherche à savoir si c'est un accident ou un meurtre. Mais Madsen y change à chaque fois de version sur ce qui s'est passé. Une fois, elle est morte d'une intoxication au monoxyde. Une autre fois, elle a été asphyxiée par des gaz d'échappement. Ou bien encore, elle est morte parce qu'elle a reçu une écoutille de 70 kg sur la tête. L'écoutille, il l'aurait lâchée malencontreusement sur la tête de Kim, qui était en train de remonter à l'air libre parce qu'il y avait des gaz d'échappement dans l'habitacle, et que lui-même aurait trébuché, et du coup, il a lâché l'écoutille sur la tête de Kim, qui se serait effondrée. Et quand il aurait à nouveau ouvert l'écoutille pour voir ce qui s'était passé, il aurait découvert le corps de Kim gisant dans une mare de sang. Cependant, lors de l'autopsie du buste, dans un premier temps, celle-ci révélera que Kim a reçu 15 coups de couteau, dont 14 dans le bas-ventre et les parties génitales. Il faudra attendre un mois de plus. Donc on va se retrouver au 6 octobre pour qu'une équipe de plongeurs danois, aidés de chiens renifleurs de l'équipe cynophile, retrouve 2 sacs. L'un va contenir les jambes et la tête, et l'autre les vêtements. Les bras, on ne les a pas retrouvés pour l'instant. Les sacs étaient lestés de pierres pour qu'ils ne remontent pas à la surface de l'eau. Donc, lors de la deuxième autopsie, c'est-à-dire lorsque les légistes vont examiner la tête, ils vont révéler qu'il n'y a aucun traumatisme crânien. Alors, la thèse émise par Madsen, elle s'effondre complètement. Elle n'a pas pu recevoir d'écoutille puisque le crâne est intact. Par contre, les légistes vont révéler des traces de strangulation ou d'égorgement. Ils vont pas réussir toutefois à déterminer les causes exactes de la mort. En continuant les investigations, la police trouve dans l'atelier de Madsen un disque dur sur lequel figurent des films fétichistes où des femmes se font violer, torturer et même brûler. Lui, il nie catégoriquement être le propriétaire de ce disque dur. Il dit, c'est pas moi, tout le monde a accès à cet atelier, ce n'est pas mon disque dur. Cependant, des témoins et des anciennes compagnes de Madsen affirment qu'il a de graves perversions sexuelles, qui s'adonne au sadomasochisme et aime les simulacres d'étranglement. Et surtout qu'il se met dans des colères épouvantables si on ose contrarier. L'enquête déterminera qu'il a tué Kim car elle a refusé ses avances et furieux, il l'a tuée dans un déchaînement de violence. Le procès de M. Madsen débute le 8 mars. C'est un procès à huis clos. Il est accusé de l'avoir violée, torturée, démembrée et enfin tuée. Les jurés et les avocats vont essayer de percer le mystère de la mort de Kim. Comment est-elle vraiment décédée? Malheureusement, on n'a que ses explications à lui et elles ne convainquent personne. Il change sans arrêt ses versions, s'embrouille.
Les jurés vont le condamner à perpétuité le 25 avril. Et son procès en appel, le 26 mars 2018, confirmera cette peine. L'histoire ne va pas s'arrêter là, elle n'est pas finie, car 2 ans plus tard, il réussit à s'échapper de prison pendant un court instant. Il va quand même menacer plusieurs personnes. Suite à cet acte, il sera condamné à nouveau à 1 an et demi de plus sur sa peine initiale, qui, je vous le rappelle, est perpétuité. C'est vrai que c'est une histoire assez lugubre et triste. J'espère toutefois qu'elle vous aura intéressé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'histoire d'un nouveau crime sur 1001 crimes.